Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle semaine qui vient de démarrer et c'est d'ailleurs la dernière de ce mois de mars 2018. Merci d'accepter de regarder BB24. Il est 18 h temps universel, 19 h dans notre studio et un peu partout sur le territoire. Le temps de mieux vous installer, on prend les nouvelles du temps. Et c'est cette virgule météo qui lance les couleurs du grand rendez-vous aujourd'hui. Je m'en voudrais, puisque nous sommes lundi, je m'en voudrais vraiment de ne pas prendre des nouvelles de votre journée de travail ou de business. J'espère que dans l'ensemble, on note simplement beaucoup plus de progrès. Alors ce soir, 4 plateaux pour vous et une tranche des informations. Avoir la culture de plusieurs langues est un atout, à part le français comme langue officielle reconnue au Bénin. Il est important, voire nécessaire, d'associer d'autres langues comme l'anglais et s'y prendre très tôt serait l'idéal. Une initiative d'une jeune béninoise vise à familiariser l'anglais au tout petit. Quelles ont été les motivations d'un tel élan et que vise-t-il à court, à moyen et à long terme? On en parle dans la rubrique Espère. Un tour de ville ici ou sous d'autres cieux et vous remarquerez la présence des affiches publicitaires de part et d'autre, des produits, des services que l'on vend ainsi. Inciter juste le public à s'en procurer, c'est en général l'objectif de ces affiches. Mais jusqu'où ces affiches influencent-elles les riverains? C'est le sujet Autant savoir de ce jour. Pour une meilleure productivité des produits agricoles, les paysans ou agriculteurs utilisent à dessein les pesticides chimiques ou engrais de synthèse. Ces pesticides drainent des conséquences sur l'environnement, nature et bien-être. On parle. Femmes et agriculture, le sujet encore sur nos lèvres au grand rendez-vous. Faut-il autonomiser ces actrices dans l'acquisition des terres? L'interrogation donnera lieu à un temps de partage dans le monde agricole. Après environ 3 à 4 minutes, chers amis téléspectateurs de l'envol de cette émission, on prend toujours les nouvelles de la rédaction que vous réserve donc le 19h45 de ce soir. Allons le découvrir ensemble avec Nadège Soni. Nadège, bonsoir à vous. Bonsoir Karamata Gbataou. Ce soir, le 19h45 se propose de vous éclairer sur des thèmes un peu familiers, la pédagogie et l'andragogie, deux modes d'enseignement qui n'ont pas la même cible. À suivre le reportage dans cette édition. Même si les engrais chimiques permettent de maximiser le rendement agricole, ils s'avèrent nocifs pour la santé. Les maraîchers en sont conscients et misent désormais beaucoup plus sur les engrais organiques. Et puis, on fera un zoom sur le métier de mannequin, un métier un peu exigeant, mais qui intéresse de plus en plus la jeunesse. Quelles sont les difficultés liées à l'exercice de ce métier ?
On en parle dans ce journal. C'est en résumé, Karamat, amis téléspectateurs, le contenu du 19h45 de ce lundi 26 mars 2018. Merci à vous, Nadège, pour le sommaire de la grande édition du soir sur BB24 dans l'émission Le Grand Rendez-vous du soir. C'est tous les jours du lundi au vendredi à partir de 19h. On vous retrouve donc, Nadège Soni, tout à l'heure dans moins de 45 minutes. Premier plateau, le monde agricole, et il s'agit de la problématique d'autonomisation de la femme par rapport à l'accès à la terre. Accès à la terre, autonomiser la femme, serait-il le meilleur choix? Roch Akwenyinu et Ketura Boko ont réalisé pour nous ce reportage. On regarde d'abord. 80% de production agricole nationale pour une accessibilité de 5% à la terre, voilà la réalité des femmes agricoles au Bénin. Qu'elles soient culturelles, économiques ou sociales, les raisons de cette difficulté convergent vers l'inégalité entre hommes et femmes. C'est notre environnement socio-culturel qui est à la base de cela. Parce que, imaginez, quand on partage les terres, quand les parents, le papa qui est souvent propriétaire des terres, donne ses terres, il dit souvent je ne veux pas donner des terres ou je ne veux pas donner une maison à ma fille parce qu'elle sera la femme de quelqu'un. Tout dû d'abord à des facteurs culturels. Des facteurs culturels qui font que dans nos régions, les gens estiment que la femme ne doit pas hériter de la terre. Conséquence, le travail des femmes agricoles est fréquemment effectué sur des terres ne leur appartenant pas. Mais comment arrivent-elles à assurer une aussi grande production? Elles arrivent à effectuer ça parce que, par exemple, la région dont je peux vraiment parler, c'est le pays Adja. C'est une région où quand votre mari vous épouse, on vous offre un lopin de terre avec de la roue, avec le matériel de travail. Et donc souvent ces femmes travaillent pas sur la terre, pas sur leur terre qui est leur propriété, mais surtout sur la terre de leur mari. Imaginez que vous voulez produire et que vous n'avez pas la terre, vous êtes obligé d'aller louer les terres. Tous ces coûts impacteront votre coût de production, votre coût de revient. Donc du coup, votre produit ne sera pas compétitif sur le marché. Or, si la terre vous appartient, c'est un coût de moins, ou en tout cas, ce ne serait pas autant qu'un coût où vous allez louer la terre. Dans l'attente de la résolution de ce problème socio-culturel, des alternatives sont possibles. Si on permet un meilleur accès au prêt ou au crédit aux femmes, c'est sûr qu'elles auront plus de terres parce qu'elles pourront s'acheter des terres indépendamment des terres que leur mari leur accorderont ou pas. Les sensibiliser massivement sur les opportunités qu'offre le code pour leur accès à la terre et deuxièmement sensibiliser leur père pour qu'elles puissent faire la veille dans les groupements dans lesquels elles sont ensemble. Faciliter à la femme rurale l'accès à la terre, c'est accroître davantage les productions agricoles et partant booster l'économie nationale. Entre sensibilisation et résolution, il n'y a qu'un pas. Et entre ce reportage et notre plateau pour les 13 minutes d'échange, le fossé n'est pas grand aussi. Estelle Pazou, bonsoir à vous. Bonsoir Karamata. La semaine démarre bien, j'espère. Très bien, chez vous? Pareil, ça va, merci beaucoup. Madame Sylvie Etonji Kadja, c'est bien ça, bonsoir. Bonsoir, vous Madame la journaliste. Expert en gestion foncière. Merci d'avoir accepté notre invitation sur cette émission et nous parlons d'autonomisation de la femme. Nous avons entendu, nous avons vu également dans cet élément vous prononcer sur la question et on va élargir un peu les échanges sur ce plateau. Estelle Pazou. Alors, on va d'abord commencer à rappeler pourquoi aujourd'hui il est si difficile à la femme d'avoir accès à la terre. Bonsoir, Madame la journaliste. Bonsoir. Effectivement, c'est difficile, je confirme que c'est difficile pour la femme d'avoir accès à la terre malgré les textes de loi en sa faveur. Mais c'est d'autant plus difficile qu'elle ne peut pas avoir le meilleur mode d'accès à la terre en Afrique en général et au Bénin en particulier, c'est par héritage. Et nos coutumes, nos cultures ne permettent pas à la femme d'avoir accès à la terre par héritage. Ensuite, elle peut également, on va se dire, mais ce n'est pas que l'héritage, elle peut également s'acheter la terre, donc elle peut avoir accès par achat.
Mais le problème, c'est que les femmes n'ont pas accès au microcrédit. Il y a des problèmes de financement. Elles ont un faible revenu. Donc, ce n'est pas possible pour elles d'acheter la terre. Donc, du coup, elles n'arrivent pas. Ensuite, elles peuvent également louer la terre. Mais là également, il y a un problème, c'est qu'elle peut louer une terre et pendant qu'elle est en train de s'y investir, on la lui arrache et donc du coup, elle perd cet investissement. Et donc, tout cela fait que le problème d'accès à la terre des femmes demeure d'actualité. Alors aujourd'hui au Bénin, nous sommes plus de 10 millions d'habitants pour plus de 5 millions de femmes et nous avons 36% des ménages qui pratiquent l'agriculture. Et selon le tableau que nous allons voir tout à l'heure avec la complicité de notre réalisateur, seulement 80%, sur 80% d'hommes qui ont accès à la terre par héritage, seulement 2% de femmes y ont accès. Et il y a aussi que à l'achat, 65% des hommes ont accès à la terre. Oui, voilà. Là, on voit le tableau pour les téléspectateurs qui... Et 15% des femmes ont accès à la terre par achat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce tableau-là? Oui, ce tableau traduit simplement la réalité. Et c'est ce que je disais déjà. Pour l'accès à l'héritage, nous avons la résistance des hommes à permettre aux femmes d'accéder à la terre, à partager la terre avec les femmes, mais c'est parce qu'ils justifient cela par des raisons qui leur sont propres. Lesquelles, par exemple? Comme quoi, bon, la femme, quand on donne la terre à la femme, finalement, ça devient la propriété de son mari. Et donc, cette terre-là va sortir de son origine. Parce que, vous savez, en Afrique, la terre, c'est la communauté, la collectivité qui détient la terre. La terre n'est pas souvent un bien personnel. Donc, c'est la collectivité qui détient la terre et ils se disent la résistance de ces hommes-là, la résistance de ces hommes à partager la terre avec les femmes s'explique par le fait que, bon, on donne la terre à la femme, elle va chez un mari, quand elle fait des enfants, finalement ce sont des enfants qui hériteront de la terre et ces enfants portent le nom du mari et donc ils se disent, mais finalement, leur communauté va perdre la propriété sur cette terre-là, dont ils ne sont pas du tout d'accord. Deuxième chose, c'est qu'ils se disent, bon, même si on lui donne et elle exploite, le revenu qui va être sorti de cette terre-là, ce qu'elle va tirer de la terre comme revenu, fruit de son travail, elle peut également remettre ça à son mari pour pouvoir en disposer. Et donc finalement, que ce n'est pas directement la femme qui en profite, mais que c'est l'homme. Et donc à partir de là, ils préfèrent garder la terre pour cette communauté-là. Mais dès que la femme n'a plus de mari et elle revient à la maison chez elle, il n'y a pas de souci, elle a toujours de terre pour aller y travailler. Mais est-ce que le fait de refuser l'accès de la terre à la femme, est-ce que ce n'est pas un manque à gagner pour l'agriculture? Bien sûr, c'est un manque à gagner pour l'agriculture parce que nous savons que les femmes, elles sont dans les travaux de reproduction, elles sont dans les travaux de production d'abord. Déjà, parce que même quand on fait la semis et tout, ce sont elles qui sont là à entretenir la terre jusqu'à ce que la récolte soit mûre, jusqu'à ce que ce qui est cultivé soit mûr et qu'on fasse la récolte. C'est elles qui font également la récolte. Deuxièmement, elles sont également dans les activités de transformation. Donc, quand on prend la récolte, la matière première, on peut transformer, par exemple, elle peut faire l'huile de palme, elle peut faire l'huile d'arachide, elle peut fabriquer du savon à partir de l'huile de palme. Donc, elles sont également dans les activités de transformation. Et donc, du coup, quand elles n'ont pas accès à la terre, ça ne peut qu'être un manque à gagner parce qu'elles n'ont pas la matière première essentielle qui est la terre pour pouvoir d'abord faire la production et non plus pour avoir de ressources premières, de matières premières pour servir aux activités de transformation. Et la réglementation en vigueur dans notre pays en matière de gestion foncière, est-ce que cette réglementation prend des dispositions pour faciliter aujourd'hui l'accès de la femme à la terre? Oui, nous avons plusieurs lois en faveur de la femme pour l'accès à la terre qui donnent des opportunités à la femme pour l'accès à la terre. Nous allons d'abord commencer par notre constitution qui dit d'abord que les femmes et les hommes sont égaux en droit. Ensuite, nous tombons directement sur le code des personnes et de la famille qui stipule qu'en matière de succession, les enfants, que ce soit filles ou garçons, ont les mêmes droits. Enfin, nous avons le code foncier et domanial en son article 6 qui stipule que l'État et les collectivités territoriales doivent prendre des dispositions pour un accès équitable à la terre.
ils doivent prendre les dispositions pour que l'approche genre s'intègre dans l'accès aux ressources foncières. Voilà, citons, Estelle Pazou, si vous permettez, citons de dispositions quand même hein, qui militent en faveur de l'accès facile à la terre par les femmes. Je m'excuse pour la formulation, mais qu'est-ce qui se passe si tant de réticence au sein de la société déjà entre le mari et la femme, l'homme qui ne veut pas que sa femme soit vraiment autonome, mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Bon, nous allons dire, il y a d'abord un problème de vulgarisation de nos lois. Parce qu'il ne suffit pas de voter et de promulguer une loi. Il faut déjà que ce soit ceux qui veulent appliquer la loi, que ce soit ceux qui veulent être bénéficiaires, qui aient d'abord l'information. Donc, il est très essentiel que les lois soient vulgarisées. Mais malheureusement, ce que nous constatons, c'est que les gens ont souvent une méconnaissance des lois. C'est vrai, on dit nul n'est censé ignorer la loi, mais toujours est-il que les activités de sensibilisation et de vulgarisation des lois, l'information, on doit poursuivre dans ce sens pour qu'il y ait d'abord l'information. Ensuite, il faut la formation. Parce qu'il ne suffit pas de dire il y a telle loi en faveur de la femme, il y a telle... Non, il faut également former des gens qui peuvent parler aux femmes. Et le reportage l'a dit, hein, je crois. Voilà, il faut également former des gens, ça peut être des femmes leaders par exemple, qui sont dans des groupements avec elles ou elles sont tout le temps ensemble. Il faut également les former, attirer leur attention sur le fait qu'il y a telles opportunités qui permettent d'avoir accès à la terre. Ensuite, nous avons la formalisation des droits d'usage. Parce que la femme qui ne peut pas acheter la terre, elle a la possibilité de louer la terre. Et donc, ces droits doivent être également formalisés sur la terre qu'elle loue par un contrat. Comment si une femme décide aujourd'hui de formaliser un droit d'usage à la terre, comment est-ce qu'elle peut faire? Quelle est la démarche? Les démarches, voilà, nous avons les structures de... Aujourd'hui, la loi sur le code foncier et domanial a créé des structures de gestion foncière, que ce soit au niveau des villages qu'au niveau communal. Donc, nous avons les sections villageoises de gestion foncière qui sont au niveau des villages. Donc, lorsque la femme veut louer la terre et formaliser ses droits aujourd'hui, elle doit se rapprocher des structures des sessions villageoises de gestion foncière dans sa localité et à partir de là, ils vont lui dire la démarche à suivre et ces structures sont là, ils ont des dispositifs pour pouvoir faciliter l'accès à cette formalisation. Et est-ce qu'au niveau des communes, il ne faudrait pas aujourd'hui intégrer l'accès des femmes au foncier comme indicateur de performance? Oui, et justement, la loi l'a prévu. Par exemple, dans l'installation des organes de gestion foncière, nous avons 2 organes de gestion foncière, comme je le disais tantôt, les SVGF, Sections villageoises de gestion foncière, et les commissions de gestion foncière au niveau de la commune. Sur 13 membres au niveau de la commission de gestion foncière, la loi impose qu'il y ait au moins une femme. Ensuite, au niveau de la commission a 13 membres, la section villageoise a 11 membres. Sur les 11 membres, la loi impose qu'il y ait une femme qui intègre cet organe-là, parce que c'est l'organe de décision, c'est l'organe de suivi du foncier au niveau du village et au niveau de la commune. Ce qui fait que si nous travaillons bien, si les femmes sont bien sensibilisées, lors de l'installation de ces organes-là, on peut travailler à ce que plus de femmes, on a dit au moins une, pourquoi pas avoir 3, 4, 5, et lutter également que finalement elles se retrouvent aussi dans l'organe exécutif de ces organes de gestion foncière. Et ainsi, elles peuvent mieux avoir l'information en temps réel et mieux communiquer avec les autres femmes. Alors, je finirai par rappeler que la FAO table sur une hausse de 20 à 30% de la productivité si on permettait un accès sécurisé à la femme dans les pays en voie de développement. C'est pour vous dire, comme le Bénin. Comme le Bénin, exactement. C'est pour vous dire toute l'importance que la femme a dans le monde agricole. Merci beaucoup, Madame Sylvie Yetondi-Kadia, d'être passée sur le plateau du monde agricole. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame. Merci aussi à vous, Estelle. Chers amis téléspectateurs, voilà qui referme le monde agricole de ce lundi. On retient qu'il est nécessaire vraiment de donner à la femme le minimum qu'il faut pour un accès libre donc à la terre, une agriculture sans la femme, impossible de
l'imaginer. La terre est un élément incontournable pour l'agriculture, même avec l'invention de l'agriculture hors sol. Cette terre subit malheureusement des attaques provenant des résidus des pesticides et engrais chimiques. Nature et bien-être en parle. Elle a eu, oui c'est vrai, elle a eu le temps de descendre sur le terrain et de nous glaner quelques petites informations ayant fait un élément. Aniambossou Amandine sera sur ce plateau tout à l'heure, mais nous allons regarder ce qu'elle a concocté pour nous. Ces marieurs n'utilisent aucun produit chimique, engrais et autres pour le traitement de leur jardin. Pourtant, voici le résultat. Nous sommes ici sur la ferme école du réseau Djinoukoun, sur le site maraîcher de Djefa dans la commune de Sémekodi. Ici, sur le site de Djinoukoun, nous faisons le maraîchage sans engrais chimiques. Et tout, c'est de l'agroécologique. L'agroécologie, c'est la production des produits maraîchers sans produits chimiques. Tout ce que nous utilisons, c'est des produits naturels, qui sont le compost, les boues de vache. Le thé de compost, c'est un liquide obtenu du compost, c'est-à-dire de l'arrosage, on arrose le compost et l'eau qui sort, c'est ça qui est le thé de compost que nous utilisons, et les fientes de volaille. Ici, le compost pour la croissance des produits et leur entretien est fabriqué sur place, ce qui est bénéfique pour les marailleurs car il ne débousse presque rien. C'est l'un des nombreux côtés positifs de l'agroécologie. Par rapport à la rentabilité, nous obtenons des bénéfices plus que ceux qui font d'utiliser le conventionnel et les produits chimiques. Parce que tout ce que nous utilisons sur notre site, c'est des choses naturelles que nous trouvons sur le site sans faire sortir de l'argent. Une expérience qui se multiplie un peu partout au Bénin. À en croire certains acteurs, plusieurs avantages sont issus de cette filière porteuse et protectrice de l'environnement. On dit souvent que nous n'avons qu'une seule terre. Et cette terre-là, il faut la protéger pour que nous puissions en bénéficier et que les générations puissent en profiter. Alors donc, en préférant un choix ou bien une option qui évite l'utilisation des engrais chimiques et des pesticides de synthèse, ça nous permet donc de ne pas polluer le sol, de ne pas polluer l'eau, de ne pas polluer les nappes phréatiques et donc de promouvoir un environnement durable pour nous mais également pour les générations à venir. S'il est connu du plus grand nombre de producteurs et bien appliqué, l'agroécologie conduira le Bénin à l'autosuffisance alimentaire avec un environnement bien protégé où tout le monde vivra en bonne santé. Voilà, merci beaucoup à Amandine Aniambossou et aussi à Nature Tropicale pour cet élément. Monsieur Patrice Sagbo, oui. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes naturaliste, n'est-ce pas, défenseur des droits de la nature. Je suis un activiste de la nature. Voilà, un activiste de la nature. Ouais. Amandine Aniambossou, quoi bon? Heureuse de vous retrouver, Karamata Guatao. Quoi bon? Oh, voilà, réponds-moi. Alors, nature et bien-être aujourd'hui, on parle de la défense de la nature, toujours l'utilisation des engrais chimiques et de synthèse. Voilà, leur effet sur l'environnement et la santé. Bon, vous l'avez dit, l'utilisation des engrais chimiques de synthèse et des pesticides pose de sérieux problèmes à l'environnement et à la santé. Mais on va demander à M. Sagbo ce que c'est que, d'abord, les engrais chimiques de synthèse et les pesticides. Monsieur Sagbo, bonsoir à vous. Bonsoir, madame. La question s'adresse à vous. Merci beaucoup. Donc, engrais chimiques, oui. On peut faire de la chimie avec la nature. Tout ce que nous faisons qui est naturel, tout ça aussi, ça provient de la chimie. Mais lorsqu'on dit de synthèse, ça, c'est les industries qui, par d'autres procédés, par exemple, si je prends l'engrais chimique de synthèse, moi, je suis allé en France en 2012, on m'a dit que ça provient du pétrole. C'est des résidus du pétrole. Ce n'est plus naturel, ça. Finalement, le pétrole, on le retrouve partout. Voilà. Et on parle de la lutte contre les sachets plastiques. Ne plus mettre de la nourriture chaude dans les sachets plastiques. On utilise en même temps des choses qui proviennent du pétrole. Oui. Donc, ce n'est pas la même chose que des ordures qu'on a utilisées pour faire du compostage. C'est clair pour les téléspectateurs. Ici, lorsqu'on parle de pesticides de synthèse, c'est que lorsqu'on dit seed, donc il y a
il y a des bactéricides, c'est-à-dire que des produits qui proviennent de la chimie industrielle, qui tuent toutes les bactéries, qui tuent tous les insectes, qui tuent tout ce qui est... Quel est le mot que M. Sabo Le mot, c'est les mycoses, les champignons. Oui. Tout ce qui est champignon, vous voyez, ça tue tout ça. Alors que nous avons besoin des bactéries pour la fertilisation du sol. Ça s'appelle micro-organismes naturels pour fertiliser le sol. Mais les gens vont beaucoup plus vers ces produits parce que ça augmente le rendement et tout. Si j'explique, oui, ils vont comprendre. Tout ce qui est cide, il faut retenir maintenant que c'est ce qui tue. Ça tue tout. Pesticides. Ça tue. Si des chimiques encore, c'est plus grave. Donc il faut savoir ça. Les bactéries qui font partie de la gamme des micro-organismes du sol sont totalement tuées. Et le sol devient pauvre. D'où la nécessité d'aller ajouter des engrais. Et ces engrais, ça veut dire que les sols sont désormais devenus dépendants de ces engrais-là tous les jours. Quand ils ne trouvent pas ces engrais, ça ne donne pas rien du tout. Ça veut dire que ça fait, c'est des machines à produire des intérêts pour ceux qui fabriquent ces produits-là. C'est qu'ils tuent tout ce que nous avons de naturel et ils nous rendent dépendants en produits chimiques. Donc, on ne peut plus s'en sortir. Ça devient un cercle infernal. Et lorsque je reviens aux pesticides, il y a des pesticides qui sont des insectes et bactéries qui sont vraiment tuées. Mais il y en a d'autres qui résistent. Donc, pour la prochaine fois, on cherche l'insecticide ce qui est plus efficace, plus efficace, si bien que vraiment, est-ce qu'on tue vraiment ces insectes-là ou bien on tue l'homme? Ce n'est pas que moi, Sabo Patrice, je vais demander les pesticides pour moi-même et boire. On déverse ça dans la nature, contrairement aux produits de la pharmacie, où, même si c'est dangereux, ça suit un système, c'est suivi et c'est un choix individuel. Ça crée des dégâts à ton niveau. Mais ici, lorsqu'on déverse dans la nature, ça crée toute la population qui est... tout le monde. On peut le faire au nord, tu en souffres au sud. Vous voyez, donc on déverse ça dans les eaux et ça draine, c'est la mort même. Et je me demande, j'ai suivi les gens durant les dernières semaines, on a pris tant de précautions, tant d'énergie pour dire voilà, les produits pharmaceutiques que vous utilisez, ils sont dangereux, on ne doit pas les retrouver dans les marchés. Mais quel est l'état des lieux des pesticides au Bénin aujourd'hui? Allez à Kolkame, dans le marché de Kolkame. Je donne des exemples comme ça. Donc vous proposez déjà, M. Sabo, qu'on mène une lutte contre les engrais chimiques de synthèse. Ces produits non, c'est-à-dire que si j'explique, le consommateur va voir ce qui se passe au niveau des pesticides et des engrais. Si tu es malade, tu peux ne pas aller à l'hôpital. Tu peux choisir des plantes pour te faire guérir. Oui. Et c'est un choix individuel. Ici, que tu veuilles ou non, c'est un génocide collectif. Mais ce n'est pas la faute au consommateur. Le consommateur, il a son pouvoir d'achat, il se rend au marché et il va se procurer un produit donné. Voilà. Donc, je leur dis, par exemple, pour qu'ils comprennent, est-ce que c'est normal qu'on nous parle, on met tant d'énergie sur les produits pharmaceutiques qui sont déjà très élaborés et pourtant, on dit que ça tue. Non, mais c'est pourquoi tout le monde reste silencieux. Peut-être que l'action est envisagée déjà, M. Sabo. Pourquoi on reste silencieux sur l'usage des pesticides dans notre pays? C'est un génocide collectif. M. Sabo, le débat n'est pas là. On va revenir alors. On revient à notre sujet sur ce plateau. Si vous allez au marché aujourd'hui pour acheter salade, ce que vous appelez salade là, c'est que le pesticide est directement déversé sur les feuilles. Et vous voyez l'huile comme ça. On ne doit plus manger de salade. Vous avez le choix. Moi, je vous informe pour dire, salade là, tu ne vas pas préparer dans l'eau chaude. Monsieur Sabo, on ne va pas déplacer le sujet. Quel est alors l'impact de ces pesticides, de ces engrais chimiques sur l'environnement? C'est clair que ça détruit l'environnement. C'est ça que je vous dis. Et ça nuit aussi à la santé des consommateurs. Si vous permettez, je vais le dire, les gens vont comprendre. Si les gens le comprennent, ils y ont fait un choix responsable. Ils vont savoir ce qu'ils consomment désormais. C'est que la nature, regardez, en 2008, lorsqu'il y a eu la faim, le phénomène de la faim dans toute la sous-région, le gouvernement béninois a pris une initiative géniale. On a amélioré les vallées et on a donné des semences. Nous sommes allés sur le terrain pour voir quel type de semences les gens ont donné. Vous voyez,
quels étaient les gens donnés. Et nous avons vu à Sakété, avant que ces semences n'arrivent, les paysans ont déjà cultivé leurs champs avec les pratiques usuelles. Et vous voyez les épis comme ça, c'est comme ça. Ils n'ont rien mis comme engrais chimique. Mais lorsque le gouvernement a mené ces semences, ils ont dit, nous irons mettre ces semences-là à 5 km de notre champ. Mais ils n'ont rien utilisé pour avoir des épis comme ça. Ça veut dire que... Donc, sans utiliser les engrais chimiques et autres, on peut avoir de bons produits. Nous en avons. Pourquoi aujourd'hui ce réveil? Moi, je n'ai rien compris. Et il faut que nous revenions à la classe départ pour voir que la nature nous a tout donné. Revenir à la case départ, c'est sensibiliser et informer les producteurs et les agriculteurs. Les producteurs n'ont aucun problème. Ils n'ont aucun problème. Mais pourtant, c'est eux qui utilisent... C'est les politiques gouvernementales qui font qu'aujourd'hui, on dit, vous êtes obligés d'utiliser pour avoir des rendements. Et selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus avoir de ces engrais, de ces pesticides sur le marché? C'est pourquoi j'ai dit, moi je ne suis pas donné de leçons. Vous allez voir qu'à chaque campagne, on entend dans le Nord, que tout le monde excuse, que les gens ont pris de la bouillie. De la bouillie. On prend les bouillies. Et on est contaminé. Oui. C'est pas contaminé, on meurt. Et après, on donne 200 000 pour dire qu'il faut aller enterrer les gens. C'est dangereux. Monsieur Sabo, je pense que revenir à la case départ, c'est un peu comme Amandine l'a dit tout à l'heure. C'est déjà commencer par sensibiliser. Et les premiers acteurs auxquels on doit penser, je pense que ce sont les producteurs, les agriculteurs. Ceux qui utilisent Parce les que produits. une chose, les produits sont disponibles. Maintenant, c'est à eux de faire le bon choix. Est-ce qu'ils sont sensibilisés dans ce sens? Ils le savent mieux que nous. Voilà. Et pourquoi ils continuent d'utiliser? J'ai dit, ils sont perturbés. Le gouvernement, je suis du gouvernement, comprenez-moi, la décision politique. On ne va pas rester là tout le temps à accuser le gouvernement. Non, on n'accuse pas. Parce qu'on n'est pas sur un débat contradictoire où il y aura l'autre parti pour contredire. Voilà. Non, moi je n'accuse personne. Voilà. Nous sommes tous au Bénin. Voilà. Et ici, c'est sur vos antennes qu'on a entendu que pour cette campagne, il y a déjà eu 36 000 tonnes d'engrais chimiques. Ça, ce n'est pas un fait que moi j'ai fabriqué. Je suis obligé de dire ça. Mais est-ce l'effort qu'on met dans acheter ces pesticides-là? On peut promouvoir les trucs bio et autres paysannes qui sont déjà ici. Voilà. Les producteurs sont perturbés, ils sont perturbés. Oui, alors comment, quelle est la politique que vous menez déjà en tant qu'acteur, en tant que naturaliste, que vous menez pour orienter mieux les producteurs? Je pense que c'est cela le... Lorsque je dis revenir à case départ, il n'y a rien à inventer. Voilà. Il y a l'agroécologie, ça veut dire agriculture respectueuse de l'environnement. C'est ça que nous sommes en train de faire. Et depuis 2 ans, nous avons initié, comme d'autres pays du monde, un cours de 10 jours sur les pratiques de l'agroécologie pour qu'on revienne aux connaissances de nos paysans, aux bonnes pratiques agriculturales qui préservent l'écologie, l'environnement et préservent aussi la santé humaine. C'est ça que nous sommes en train de faire. Et aujourd'hui, le cours a commencé et je pense que c'est pour ça que nous vous avons demandé de nous accompagner pour la sensibilisation du grand public et que les pays sont venus, les participants sont venus de tous les pays. Il y a des pratiques simples qui sont déjà là. Il faut réveiller pour qu'on comprenne que sans ces pesticides, on peut vraiment avoir une agriculture saine et respectueuse de l'environnement. Voilà. Et l'autre chose, je pense, Amandine, il faut le dire, l'autre chose est de sensibiliser aussi le consommateur, aussi bien vous, Amandine, que moi et les autres, ceux-là qui nous suivent, sur le fait qu'il ne faut pas être exigeant sur ce que, si je veux acheter de la laitue, par exemple, il faut que ça soit bien large, bien verte, et sans être perforée par des insectes et tout. Je crois que, parce que nous avons alors qu'il paraît que c'est ce qui est perforé, qui est même recommandé, de qualité. Donc, il faut aussi sensibiliser le consommateur que nous sommes dans ce sens aussi, je pense. C'est ce que je dis. Moi, je connais des gens ici qui résident à Cotonou, mais lorsque vous leur demandez de prendre des salades à Cotonou, ils refusent. On va jusqu'à Ouida, à Alada, pour aller chercher. On va à Koulekamé pour aller chercher. On va à Tokwa Domain pour aller chercher. Moi, j'en connais. Donc, si le public manque d'informations, elle sera victime de ces fausses solutions qui ne lui rendent
aucun service. Je pense aujourd'hui, Amandine, oui. Bon, je crois qu'on a fini un peu aujourd'hui, Karamata. Mais je pense que l'information tout doucement gagne du terrain. Voilà. Les consommateurs sont conscients du fait que les pesticides nuisent vraiment à l'environnement et à la santé humaine. Surtout. Et les zones humides, on n'a pas besoin d'utiliser engrais chimiques dans la vallée de l'Obé, par exemple. Pas du tout. Le faire, non, c'est proscrire la vie. On ne peut pas le faire. Et aujourd'hui, les gens disent qu'on va utiliser les herbicides parce qu'il n'y a plus de main-d'œuvre. C'est quoi ça? On avait entendu que les gens faisaient des coopératives. Et si Amandine a un champ, on fait son champ aujourd'hui. C'est mon souhait pour elle. Hein. Il faut qu'elle se trouve un petit lopin de terre. On va se trouver un petit lopin. Non, vous serez sur la route de Vida. Moi, je vais essayer de l'autre côté, en tout cas vers le nord, là-bas. Je vais essayer de me trouver une parcelle et puis faire de l'agriculture bio. Non, ce n'est pas bio. Bio, c'est l'agroécologie. C'est zéro pesticide chimique de synthèse, zéro engrais chimique de synthèse. Merci beaucoup, Monsieur Sagbo. Patrice, naturaliste. Amandine Nyambossou. Merci beaucoup. Ça a été chaud. Ça a été chaud en tout cas. On a essayé, j'espère bien, de canaliser. J'ai vu M. Sagbo à un moment donné qu'il était... Il s'est retrouvé dans son rôle de défenseur de la nature. Et je crois que c'est la meilleure manière pour parfois faire passer le message. Voilà, chers amis, vous avez compris. Nous avons fini ainsi ce deuxième plateau aujourd'hui avec M. Patrice Sagbo. En entendant le journal, c'est dans quelques minutes, avec Nadège Soni, nous allons installer le plateau Autant savoir. Autant savoir, nous sommes ici à la maison avec un collègue qui sera notre invité, M. King Niao, que vous connaissez déjà très bien. Il est le directeur photo de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin au RTB. Il a été invité par Agnès Bello et pour parler justement de quoi? Pour parler des affiches publicitaires. Mais avant, on regarde ce reportage de Hospice. Un regard de courte durée posé sur ces affiches et elles mobilisent toute votre attention aussi longtemps que possible. Toutes choses qui déclenchent des actions chez les consommateurs. Ces affiches sont des techniques de communication qui consistent à installer sur du mobilier un support de nature promotionnelle dans un espace public. Oui, il m'est arrivé une fois de payer ces produits et je suis vraiment déçue pour ça. Je vous dis tout de suite que j'ai été déçu une fois. Parce que j'ai vu un portable que quelqu'un d'autre a payé. Mais quand moi j'ai payé, ça n'a pas donné le même effet. Des affiches à caractère informatif, commercial et publicitaire sont entre autres celles que nous pouvons rencontrer au passage. Un certain nombre d'éléments entrent en ligne de compte pour leur conception. Quel est l'objectif que je poursuis? À qui est destinée cette affiche publicitaire? Comment vais-je la réaliser? Quand dois-je le faire et où dois-je le poser? Si je prends par exemple les boissons énergisantes, vous allez peut-être voir une boisson mais avec un lion, la tête d'un lion à côté, comme pour dire si vous consommez cette boisson, c'est que vous aurez la force du lion. C'est juste pour vous faire dire que, ok, si vous consommez cette boisson, vous aurez de l'énergie. L'existence de ces affiches, je dirais, crée une sorte de pollution oculaire. C'est-à-dire vous êtes obligé de voir, vous êtes obligé de regarder. Et cela vous séduit. Et il y a une force intérieure psychologique qui pousse à s'en procurer. Donc il y a déjà une attente de satisfaction qui est espérée du consommateur vis-à-vis du produit. Et si en retour il n'est pas satisfait, c'est la grande déception. Ce n'est pas l'abondance d'affiches aux abords des artères qui indique la qualité du produit. Pas du tout. Au contraire, l'expérience a montré que quand il y a plus de publicité, il y a moins d'efficacité et de probité dans le produit. Notre pays, le Bénin, a besoin d'une loi qui réglemente les affiches, à l'instar de la France qui dispose depuis juillet 1985 d'une loi qui encadre le métier de l'affichage. Pour l'heure, les afficheurs se contentent des règles érigées en leur sein. Les consommateurs doivent encore attendre.
Voilà, nous parlons aujourd'hui des affiches publicitaires communiquées pour faire accepter ou faire passer un produit. Je crois que c'est nécessaire, mais on vient d'entendre dans ce reportage que quand c'est encore trop, ça gâte parfois les choses. Est-ce que c'est vrai, Monsieur King Yao? Bonsoir d'abord. Bonsoir. Quand on exagère en publicité, quand on exagère en affiche, un truc du je ne sais pas trop, hein. Trop de communication tue aussi la communication. Trop de communication tue la communication, mais il est difficile d'exagérer en matière de publicité affichage. D'accord. Il est vraiment difficile d'exagérer parce que l'affichage se fait en un lieu déterminé à ceux qui passent sur cet espace-là. Voilà. Donc, exagérer, c'est comme quoi? C'est si on laisse trop cette publicité à cet endroit ou bien si on fait divers types de campagnes pour le même produit. Ça devient un matraquage. Donc ça peut nuire, effectivement. Annette Bello, bonsoir. Bonsoir à vous, Karamata Watao. Oui, alors vous avez décidé de faire venir King Yao sur ce sujet. Il est avec nous sur ce plateau pour parler d'affichage publicitaire qu'elle portait. Donc nous allons d'abord définir c'est quoi une affiche, quelles sont les normes. On vous emmène un peu dans le monde de la publicité tout au long de ces 3 rubriques d'Autant savoir de la semaine. Donc les téléspectateurs peuvent déjà prendre un rendez-vous. King Yao, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être des nôtres. C'est moi. Déjà, je vous entendais dire que quand il y a trop de publicité, il peut y avoir moins d'efficacité. C'est possible. Oui. Quand on communique trop autour d'un produit, on peut perdre à la validation, à la mesure de la portée de cette publicité quand on va faire la mesure. En fait, la mesure de l'efficacité se fait en comparant le coût investi dans la publicité par rapport au coût généré. Vous savez, une publicité, c'est une communication qui demande à ce que les personnes qui subissent cette communication fassent un acte, l'acte d'achat. Forcément. Alors, quelqu'un qui fait la publicité pour un produit, s'il y met trop d'argent, au moment de la validation, c'est une question de rapport. Si le coût, l'investissement financier fait dans la publicité est trop élevé, évidemment, le rapport que vous allez faire ne sera pas... Voilà, le rapport coût-achat. Donc, quelle est l'efficacité de la publicité sur l'espace de la communication, sur l'espace-temps de la communication? Quand on va faire ce rapport-là, on va se rendre compte qu'on a dépensé trop d'argent pour très peu d'achats. Du coup, on dira que la publicité n'est pas efficace. C'est pour ça, souvent, il ne faut pas en faire trop. Il faut bien faire la publicité, mais faire une publicité dont la stratégie a été bien déterminée. C'est pour ça qu'on ne se lève pas pour faire une publicité, mais on écrit un plan de communication. Dans le plan de communication, il y a une stratégie publicitaire. Et c'est cette stratégie qui conduit à quel type de publicité faire. Soit radio, soit télévision, soit affichage. Voilà. Soit affichage. Bon, je rappelle qu'aujourd'hui, nous parlons beaucoup plus des affichages publicitaires. Voilà. Déjà, comment est-ce que le spécialiste que vous êtes pourrait définir un affichage publicitaire? Alors, l'affichage publicitaire, c'est l'affichage dans un lieu public en différents formats d'une communication destinée à un public qui passe dans ce lieu-là. D'accord. Mais déjà, comment on choisit l'emplacement? Alors, on ne va pas dire qu'on choisit l'emplacement. Ce n'est pas l'emplacement qui vous choisit. Non, c'est le produit qui détermine un certain nombre de choses. Un certain nombre de... déjà, quand vous avez un produit, vous voulez faire de la publicité, comme il est dit dans l'élément qu'on a suivi, il faut se demander quel est le public cible. Alors, si vous vous demandez quel est le public cible, vous devez façonner votre affichage publicitaire par rapport à la cible que vous voulez atteindre. Et c'est en fonction de cela que vous choisissez le lieu où sera... Le lieu fait partie aussi du processus, en fait, la détermination du lieu, fait partie de la stratégie de communication qu'il faut faire pour élaborer l'affiche. Je vais vous donner un exemple. Si vous devez faire une publicité qui doit passer, un panneau publicitaire que vous voulez implanter à Granville, vous savez, dans l'eau, là, il y a des panneaux publicitaires. Si. Vous ne pouvez pas écrire du français compliqué sur ce panneau-là. Parce que les riverains... Le taux d'illettrisme là est élevé. Donc, si vous devez mettre du français sur cette affiche, il faut faire attention à ne pas mettre des mots qui vont compliquer la communication. C'est-à-dire un langage trop soutenu. Voilà. Des fois, dans ce lieu, par exemple, si moi je dois faire une affiche... Vous allez privilégier les images peut-être? Je vais privilégier les images. Donc, dans la conception de cette image, on appelle ça la créa. Oui. En agence, on appelle ça créa. Donc, pour concevoir une créa, on se demande où est-ce qu'on veut mettre l'affiche, à quelle population est-ce que cela est destiné. Des fois, on pense même au ton, le ton de la publicité, c'est-à-dire que l'ambiance de l'image que vous
projeter. Si vous vous adressez à des jeunes, à des enfants, à des personnes adultes, l'affichage aura un ton selon ce que vous voulez dire. Si c'est des enfants, quand c'est des jeunes, vous allez voir les compagnies de GSM mettre des mots exclamatifs yo, ils inventent des mots qui viennent, mots incitatifs en quelque sorte, qui viennent de notre langage de tous les jours. Cadeau écrit avec KDO. Donc ça c'est adressé à une population jeune, une cible jeune. Merci beaucoup King Miao. On revient à vous pour la suite de ces échanges sur les affiches publicitaires. Vous restez avec nous et c'est pour suivre le 1945. 19h45 dans les studios de BB24 et partout dans le Bénin. Bonsoir à toutes et à tous. Voici le sommaire de ce journal. Si la pédagogie amène l'enfant vers la connaissance, l'andragogie, par contre, est la science de l'éducation des adultes. Quels en sont les principes fondamentaux? Vous en saurez davantage dans un instant. Ils sont à la fois bons et mauvais pour les produits agricoles. Les engrais chimiques, même s'ils boostent le rendement, causent d'énormes problèmes à la santé. Les maraîchers en ont conscience et font recours à l'engrais organique. Et le mannequinat gagne du terrain au Bénin. Même s'ils doivent braver des difficultés, les jeunes s'y intéressent de plus en plus. Apprendre aux enfants requiert souvent de la patience et donc du temps. Ceci facilite la compréhension. Dans le milieu de l'enseignement, cette méthode relève de la pédagogie. Il y a également l'andragogie qui est aussi une méthode d'apprentissage, mais cette méthode est essentiellement recommandée pour les adultes. Est-ce là toute la différence entre andragogie et pédagogie? La réponse d'Ano Adaja dans ce reportage. Ce sont des personnes adultes qui acceptent de se mettre en situation de cours ou de formation à l'image des enfants. Cela se constate de plus en plus les soirs à Cotonou. Ici, dans cette école, seul le coordonnateur accepte de se prêter à nos questions. Tout ce que nous faisons en cours du soir ici, on suit le programme et vous avez le contenu notionnel de tout ce qui est programmé. Donc il y en a qui se disent c'est comme un rêve qui est devenu réalité parce qu'ils ont peut-être laissé les bancs, ça fait 15 ans, 20 ans et après 3 ans de formation, ils ont le baccalauréat jusqu'à la maîtrise. Au Bénin, le nombre de personnes qui délaissent chaque année le cursus scolaire pour l'emploi, tout juste après les premiers diplômes, est considérable. Lorsque vous allez commencer peut-être à travailler dans la fonction publique béninoise en catégorie D, C, et puis avec les cours du soir, vous devenez cadre, directeur, tout ça, ça fait plaisir. Ce mode d'apprentissage s'appelle andragogie. C'est un concept qui date de 1833, utilisé pour la première fois par l'éducateur journaliste allemand Alexander Goethe, qui a parlé de l'andragogie parce qu'il s'est dit qu'il y a certaines personnes qui apparemment se voient déjà dépassées par le diplôme par rapport à leur âge, qui ont envie de chercher des diplômes de façon générale. Quand on parle d'andrago, ça signifie être humain, beaucoup plus adulte. Maintenant, lorsque vous parlez de gogie, ça veut dire naturellement apprendre, ça veut dire naturellement guider, conduire. Donc, c'est une manière ici de conduire intellectuellement parlant les adultes. Érigée en principe actif et participatif, l'andragogie est présente dans toutes les situations de formation ou d'éducation de l'adulte. Elle est à l'antipode de la pédagogie où l'enseignant réfléchit à la place de l'enfant. Dans la pédagogie, comme dans l'andragogie, il faut aller aux travaux de groupe. Mais quand vous observez les comportements des apprenants des deux côtés, mais les enfants qu'on retrouve dans les groupes de travail en situation de classe, ils sont pour la plupart passifs. Ils ont reçu les instructions, ils savent la mission qui leur a été confiée, mais c'est 2 ou 3 apprenants qui travaillent à la place du groupe. Quand on fait les travaux de groupe,
Souvent, on n'arrive pas, les gens, il y aura trop de bavardage qui viennent encombrer le coup et l'explication ne passe plus bien. Donc, le chef de groupe a du mal, lui aussi a du mal à bien gérer le groupe. Lorsque le professeur nous donne un exercice, c'est quelqu'un qui travaille dedans. Mais dans le cadre du travail de groupe en andragogie, mais vous vous rendez compte que compte tenu du degré de motivation des bénéficiaires de la formation qui sont des adultes, ils participent effectivement au travail de groupe. Andragogie et pédagogie se complètent. Il y a juste lieu de retenir que l'andragogie est postérieure à la pédagogie. Au plan social, elle aide les adultes et au plan économique, ici, c'est l'adulte lui-même qui construit son savoir avec la conscience que le temps, c'est de l'argent. Très utilisés dans le maraîchage, les engrais chimiques permettent d'augmenter le rendement. Même s'ils en font encore usage, certains maraîchers misent désormais beaucoup plus sur les engrais organiques. Ils disent prendre conscience des dangers liés à l'utilisation abusive des engrais chimiques. Suivons ensemble ce reportage de Destonia Bigot et Bernol Djogbe présenté par Estelle Pazou. Une production agricole sans produits chimiques, c'est le credo de l'agriculture biologique. Progressivement, les maraîchers s'inscrivent dans cette logique au fin de permettre aux populations de manger sain et de préserver l'environnement. De par le passé, nous utilisons les engrais chimiques à outrance. Ça, il faut l'avouer. Nous utilisons, mais actuellement, nous utilisons faiblement les engrais chimiques parce que nous voulons passer de l'étape de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture biologique. Dans la gamme des engrais chimiques, nous utilisons, comme je viens de le dire, faiblement l'urée et NPK. Et dans la gamme des engrais, des fertilisants organiques, nous utilisons beaucoup de compost et des fientes. L'utilisation des produits chimiques pose des problèmes non seulement pour l'environnement, mais aussi pour la santé, surtout lorsque le dosage est mal fait. Lorsque vous voyez un fabricant qui donne des formulations, c'est-à-dire il propose tel type d'engrais, cela s'accompagne toujours des dosages, la quantité qu'il faut utiliser. Maintenant, en plus de cela, les gens ne maîtrisent pas trop les moments propices pour l'application, ce qui fait qu'on assiste à l'utilisation abusive. Et cela aussi est renforcé par l'état de pauvreté de nos sols, où le producteur, lui, il attribue directement le dépassement des doses à l'augmentation du rendement, et ce qui fait que les gens, ils en mettent beaucoup dans l'espoir d'avoir un bon rendement. La prise de conscience des dangers liés à l'utilisation abusive des produits fait ici son chemin. Aujourd'hui, le sol est tellement pauvre que même les engrais chimiques, ça ne va pas. Alors il nous faut nécessairement le compost pour pouvoir donner le rendement qu'il faut. Et nous sommes dans un environnement où cela s'impose. Donc aujourd'hui, ce qui est sûr, nous devons automatiquement passer du maraîchage conventionnel au maraîchage biologique. Quelques bonnes pratiques sont à prendre en compte pour une meilleure utilisation de ces produits. Je ne dirais pas qu'il faut arrêter d'utiliser les engrais chimiques, c'est-à-dire les engrais de synthèse, mais d'utiliser ça de façon raisonnée en combinaison avec les engrais organiques pour garantir la durabilité. Et lorsque nous parlons d'utilisation raisonnée des engrais chimiques, c'est-à-dire quoi? Il faut respecter les doses recommandées, appliquer ça au moment propice. En optant pour une agriculture biologique, les maraîchers entendent lutter contre la dégradation des sols et l'insécurité alimentaire. C'est leur façon à eux de permettre à l'agriculture de jouer pleinement son rôle, nourrir sans intoxiquer. Le mannequinat, voilà une profession qui n'est presque jamais citée comme choix de métier. Mais au Bénin, le mannequinat prend de plus en plus place. Nombreux sont ces hommes et femmes qui s'y adonnent par passion, peu importe les difficultés. Dans ce reportage de Aliou Alaka et Vénus Dossou, nous vous emmenons à la découverte du monde du mannequinat au Bénin. Go. Yeah. 1,75 m, mince, regard droit devant,
Démarche élégante dans une tenue stylée. Vous vous en doutez, c'est le mannequinat. Mannequinat, c'est le métier exercé par le mannequin. Métier qui consiste à présenter les créations de l'industrie de la mode. Les critères sont beaucoup plus spécifiques lorsque nous prenons les mannequins défilés ou mannequins podium. Et là, la taille est vraiment importante pour pouvoir défiler en tant que mannequin et faire vraiment carrière. Lorsque vous êtes femme, il vous faut une taille de 1,75 m minimum et pour homme 1,85 m. Mais pour les modèles ou les mannequins photos, là, c'est un peu plus relax parce qu'on n'est pas vraiment très exigeant sur la taille. C'est beaucoup plus la photogénie. Ça dépend de la collection sur laquelle je travaille. La collection me donne maintenant le choix à travers le teint, les couleurs que j'ai eu à utiliser. Purement féminin au départ, ce métier est aujourd'hui pratiqué aussi par les hommes. C'est un métier qui passionne plus d'un. Aujourd'hui, j'en suis à 4 ans d'ancienneté dans le milieu et je ne peux pas vraiment dire que je vis de ce que je gagne de ce milieu-là. Parce que les cachets sont, pour la plupart du temps, les cachets sont dérisoires. C'est pas évident pour une personne aujourd'hui d'être mannequin exclusivement et à temps plein au Bénin. C'est vraiment compliqué parce que là, il n'y a pas assez d'événements, les événements ne sont pas assez payés, il n'y a pas beaucoup de maisons de mode, de créateurs qui embauchent les mannequins. Ailleurs, ce métier s'apprend, il est professionnel. Au Bénin, les mannequins sont pour la plupart des autodidactes. Ils apprennent sur le tas. Pour le moment, il n'existe pas encore d'école de mannequinat au Bénin. Il y a plutôt des agences. Donc, ce sont les agences qui s'essaient à former et en même temps à promouvoir les mannequins. Le mannequinat n'est pas encore reconnu comme un métier au Bénin. Ce n'est pas pris en compte. Comme tout autre métier, le mannequinat exige le respect de certaines normes. Ceux qui l'exercent se heurtent à plusieurs embûches. La plus grande difficulté, c'est d'abord celle de rentrer dans le métier même, en fait. Quand tu ne connais pas du monde, tu ne peux pas t'insérer. Et après ça, il y a des difficultés pour trouver les marchés, pouvoir défiler, pouvoir faire des photos. Après ça, on a le fait de tout le temps être exposé au public comme ça, les petits trucs qu'il y a derrière. Le mannequinat reste un métier noble, sélectif et pour tous les âges. Et c'est ici que s'impose le respect de l'indice de masse corporelle, c'est-à-dire l'adéquation de la taille par rapport au poids. Une nouvelle brève avant la fin de cette édition. En Afrique du Sud, la récolte de maïs de la saison 2018 devrait avoisiner les 12,49 millions de tonnes. Ce volume est légèrement supérieur aux 12,2 millions prévus en février, mais est en baisse par rapport au record de l'an dernier qui était de 16,82 millions de tonnes. Le stock attendu cette année englobe 6,24 millions de tonnes de maïs avec blanc et 6,25 millions de tonnes de la variété jaune. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Elle est disponible sur le www.ortb.bj. Merci Nadège Soni, chers amis téléspectateurs. Si c'est à l'instant même que vous nous rejoignez, vous êtes dans l'émission Le Grand Rendez-vous. Ça commence tous les jours du lundi au vendredi à partir de 19h. Et là, c'était une incursion au sein de la rédaction de BB24. Retour sur ce plateau où on parlait affichage avec M. King Niao. Alors, très rapidement, en résumé pour cette première partie qu'on vient de vivre avec vous. Oui, nous avons parlé de l'importance de ne pas trop insister sur la publicité. Voilà. Nous avons aussi parlé de ce qu'est l'affichage publicitaire.
Et là, nous allons continuer. Sur les normes, certainement. Agnès Bello, je vous laisse. Nous allons d'abord parler des produits adaptés aux affichages, parce que finalement, ce n'est pas tous les produits qui peuvent être affichés. Voilà. Pour faire de l'affichage, il faut déjà que le produit que vous voulez, dont vous voulez faire la publicité soit un produit visuel, souvent quelque chose qu'on peut toucher. Mais de plus en plus, on a remarqué que les institutions et les organismes internationaux comme nationaux font de la publicité qu'on appelle institutionnelle, c'est-à-dire qu'ils font de l'affichage pour sensibiliser, par exemple actuellement, vous voyez l'affichage du RAVIP. Voilà. Donc ça, ce sont les entreprises qui ne sont pas commerciales. Mais dans le domaine commercial purement, l'affichage est lié aux produits, les produits de consommation, tout type de produits de consommation. Donc un produit qu'on peut acheter, un produit palpable, qu'on peut toucher. Donc c'est rare de faire, ou ce sera difficile de faire la promotion d'un service, par exemple, sur une affiche publicitaire. C'est très rare. Mais avec les GSM et les nouveaux métiers qu'on a inventés actuellement là, est-ce qu'on va dire que quand un GSM fait la publicité d'un forfait, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, c'est un service. Donc, mais le téléphone est tellement dans notre vie que finalement, c'est un service lié au téléphone. Donc, quelque part, c'est un service plutôt physique. Il sera difficile de vendre une idée par affichage, c'est ce que je veux dire. Si vous voulez faire de la collecte de fonds pour le cancer, vous allez voir que la télévision sera très très importante, la radio peut-être, l'affichage dans une moindre mesure. Donc si vous voulez faire un plan de communication pour ça, on ne va pas trop insister sur l'affichage par exemple. D'accord. Il faut savoir donc adapter le produit au type d'affichage choisi. Ça nous amène tout droit à la question suivante. Quelles sont les normes alors? Quelles sont les normes qui régissent les affiches publicitaires? Il faudrait quand même qu'il y ait des normes. Alors j'ai ramené quelques images pour pouvoir illustrer tout ça. Avec la complicité de la régie. Voilà. La première chose, c'est de déterminer, comme on voit là, la cible. Donc, le plus important, c'est la cible. C'est la cible qui va déterminer la campagne, la surface qu'on va occuper, quels sont les endroits où on va mettre notre affichage, où est-ce qu'on va la mettre. Parce que si vous ne savez pas où la mettre, vous ne pouvez même pas dimensionner la taille, tout ça. Il faut savoir déjà où la mettre. Si vous voulez faire de l'affichage pour inciter, par exemple, les conducteurs à prendre le permis de conduire, vous devez être sur les routes. Donc, il faut voir les routes les plus fréquentées déjà pour pouvoir choisir l'emplacement où placer votre affichage. Et ça, cette image, cette image nous parle du format. Alors, vous voyez, la publicité dit dans cette image, ce monsieur a peut-être le VIH-Sida. Vous voyez, l'affichage ne tenait pas compte du monsieur qui est venu s'adosser mais dans l'innovation publicitaire, dans la créa, on appelle ça de la créa publicitaire, en créant, on savait déjà que c'est une gare et que c'est un emplacement où quelqu'un pourrait venir s'adosser. Donc on a fait cette flèche-là pour orienter le regard. Donc c'est de l'affichage pour de la sensibilisation. Et là, vous voyez un format. Ça, c'est les nouvelles formes. Hein. Ça se voit pas. En tout cas, on ne voit pas ça souvent. Mais nous avons ça au Bénin maintenant. La mairie a installé des arrêts de bus qu'on n'exploite pas malheureusement. Qu'on n'exploite plus, vous allez dire. Qu'on n'exploite plus, parce que ça a fonctionné à peine un mois. Ça a été juste éphémère. Voilà. Non, donc, je crois que c'est une question d'habitude. Voilà. Donc le format a une autre norme, il faut choisir le format. Il y a différents types de formats d'affichage. Oui, quels sont ces formats-là? Il y a des grands formats qui font 4 mètres carrés. Je vois un Z là. Alors le Z, c'est autre chose encore. Dans la conception de votre créa, c'est une autre norme, c'est que le sens de lecture, c'est le Z. Le Z que vous voyez, c'est que nous lisons du haut vers le bas et nous lisons de la gauche vers la droite. Vous me suivez? Oui. Ça forme un Z. Donc, on en tient compte dans l'emplacement des différents éléments sur la créa publicitaire. De façon stratégique. Voilà. Sur les donc, on lit en Z. On lit de la gauche vers la droite et du haut vers le bas. D'accord. L'autre chose que vous voyez, suivez... on va revenir sur l'image qui est passée tout à l'heure, c'est les points d'or. Il y a des points, c'est revenu déjà. Des points spécifiques sur lesquels il faut placer les éléments les plus importants quand on est en affichage. Voilà, c'est ces 4 points que vous voyez là. Alors l'image qui suivait tout à l'heure, c'est qu'on peut orienter aussi le regard en utilisant les lignes de force. Ça oriente votre regard. Il me semble que pour ça, il faut s'incliner un tout petit peu, soit non, vers il ne faut pas s'incliner. Vous voyez la fin de cette ligne-là, si je mets une information là, c'est l'information que vous allez le plus voir. Donc les lignes, le blanc, voilà le blanc. La partie blanche. Là où les lignes de l'immeuble sont en train de finir, là, je peux mettre
une information là, l'information la plus importante se mettra là. Donc, on utilise tout un national de normes pour concevoir une affiche publicitaire. Mais tout ça, c'est pour pouvoir concentrer l'attention de celui qui lit, du public cible sur le message qu'on veut passer. Ce sera difficile de concentrer, mais c'est pour attirer. Parce que nous parlons de temps d'exposition quand on parle d'affiches publicitaires. Quand vous mettez un affichage, la question que vous vous posez, c'est quel est le temps d'exposition. Les gens sont à moto, à pied, tout ça. Là. Donc, il faut calculer cela pour que lors de la validation, pour mesurer l'efficacité, la portée de votre publicité, vous puissiez en tenir compte dans le calcul. Justement, il nous reste 1 minute et le chef d'édition fait de gros bras. Mais déjà, j'aimerais savoir, est-ce que c'est vraiment possible de mesurer après la portée même de l'affichage publicitaire? C'est possible. Ce que fait le commanditaire, en fait, c'est-à-dire l'annonceur, ce que l'annonceur fait, c'est qu'à partir, quand la campagne commence, on date une campagne, le début et la fin. Sur cette période, toute personne qui vient acheter, si c'est en ligne ou bien à la boutique, on lui demande où est-ce que vous avez entendu parler de nous. C'est déjà ça. C'est une technique de validation. Donc, quand ils vous disent, après vous faites le point, vous savez, les supports sur lesquels vous avez communiqué, si c'est dans la rue, j'ai vu votre affiche, on sait l'efficacité de cette... Ensuite, si personne ne vient, vous savez que votre affichage n'a pas été du tout... Elle n'a pas marché du tout, la communication n'est pas passée du tout. On vous aurait compris, King Garo, déjà, merci de rester avec nous tout au long de ces 3 jours-là, avec autant savoir. Mesdames et messieurs, j'espère que dorénavant, vous êtes davantage fixés sur comment fonctionnent les affichages publicitaires. Karamata Guatao, merci à vous de nous avoir reçus. On se dit à demain. À demain, effectivement, pour la suite de ces échanges, on reste toujours sur les affiches publicitaires, mais un autre pan de la question avec Agnès Bello, ça va se faire demain, toujours dans la rubrique Autant savoir. Merci beaucoup à notre directeur de photographie ou de la photographie. C'est directeur de photographie. De la photographie. De la photographie. Voilà, le directeur de la photographie, M. King Nyao, qui était donc l'invité de Agnès Bello ce lundi soir. Nous passons à la dernière rubrique. Nous amorçons ainsi la descente et c'est pour vous faire regarder et écouter dans le même temps l'espère. On peut y aller? Ce lundi soir, nous sommes avec une dame, Madame Diane Aurore Kenji. Elle est la coordonnatrice d'une initiative que vous allez aimer, c'est sûr, surtout pour l'avenir de vos tout petits, vos bouts de chou, chers parents, vous qui nous regardez. Il s'agit d'une initiative, le petit bilingue. Madame Kenji, bonsoir. Bonsoir. Très ravie en tout cas de vous avoir sur ce plateau pour nous parler d'une initiative qui vise, je crois bien, comme je l'ai dit, dès l'entame de cette émission, à familiariser l'anglais aux enfants, aux tout petits enfants. Déjà, c'est quoi le petit bilingue? Comment cette initiative a vu le jour? Le petit bilingue, tout simplement, est une initiation des enfants, des tout petits. Je veux dire les enfants du cours primaire en anglais. D'accord. Et nous avons démarré cette expérience il y a quelques années dans la commune d'Abomey-Calavi
précisément à Kassato, avec une seule école. Aujourd'hui, il y a plusieurs écoles qui nous sollicitent pour initier leurs apprenants. Ça veut dire que l'initiative a déjà eu ses tentacules un peu partout. Ça veut dire que ça a impacté d'une manière ou d'une autre l'environnement proche d'Akassato où vous avez mené votre première action. C'est ça? Oui, effectivement, je ne dirais pas le contraire. D'autant plus que actuellement nous sommes avec une 60aine d'enfants. Et je vous dis, aujourd'hui, ces écoles qui nous sollicitent, c'est dans le but d'améliorer, de changer un peu l'environnement dans lequel leur enfant voilà, évolue. Effectivement. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut savoir un peu les motivations? J'ai bien envie, c'est vrai, vous avez commencé à Bomekalaji, à Kassato, donc chez vous au Bénin. Qu'est-ce qui vous a motivé à mettre en place une telle initiative, le petit bilingue? L'initiative est née d'abord d'une expérience que moi-même j'ai vécue au Maroc. Il y a quelques années, j'étais au Maroc pour continuer mes études et j'ai remarqué qu'il y a certaines écoles qui recrutent des étudiants pour former les enfants de 3 à 10 ans en français. Donc, je me suis rapprochée pour savoir le pourquoi de cette initiative et tout. Et on me faisait comprendre que le Maroc est purement arabe. Ils font aussi l'anglais, bien sûr. Mais pas le français. Mais pas le français. Donc, ils veulent donner l'opportunité aux enfants de s'ouvrir au monde. C'est ça. Vous voyez? Donc, une fois au pays, je me suis dit, mais pourquoi ne pas initier une telle chose pour permettre aussi aux enfants béninois d'apprendre une autre langue? Tout de suite, vous avez pensé à l'anglais. Mais pourquoi est-ce que vous avez pensé à l'anglais quand on sait qu'il y a d'autres langues qui sont beaucoup plus en avance que l'anglais? Enfin, nous parlons déjà français au Bénin. Mais pourquoi vous n'avez pas pensé au chinois, par exemple, ou à l'allemand? Parce que je sais aussi que l'allemand est un peu partout dans le monde. L'allemand, ça se parle. Mais pourquoi est-ce que c'est l'anglais qui vous a si tant intéressé? Madame Bataou, oui. L'anglais est une langue internationale. Et vous savez, le chinois, oui, mais le chinois ne se parle pas partout dans le monde. Il y a des zones spécifiques, mais l'anglais se parle partout. Que ce soit au Canada, aux États-Unis, même en Chine, un peu partout, l'anglais se parle. Donc, c'est la clé qui ouvre toutes les portes du monde, à votre avis, l'anglais? Pour nous, l'anglais est primordial. Et c'est une langue, je dirais, c'est un ferment d'unité très puissant, vous voyez. Et cela apparaît comme un préalable indispensable à la construction d'une nation. D'accord. Et c'est pourquoi le petit bilingue a voulu toucher les enfants. Voilà. Et j'allais vous demander justement, puisque dans nos programmes, enfin depuis un certain moment, moi, quand je prends, lorsque j'étais au CM2 et tout, l'anglais se parlait après le CEP. C'est-à-dire qu'il fallait avoir d'abord l'examen, le premier examen scolaire, avant d'avoir accès aux cours d'anglais. Mais aujourd'hui, de plus en plus, les parents et les instituteurs, enfin, tous ces programmeurs ont compris la nécessité d'intégrer déjà l'anglais dès le bas âge. Alors pourquoi est-ce que vous prenez les enfants, le tout petit? Est-ce que c'est pour un meilleur impact plus tard, pour qu'ils comprennent vite la langue? Les enfants, parce que pour le petit bilingue, les enfants captent bien vite et bien mieux. Vous voyez, les enfants captent bien vite et mieux. Et vous savez, une étude a prouvé que les enfants ont la capacité d'apprendre plus de 5 langues. Ah oui. Oui. Et ces enfants que vous prenez en compte là, c'est vrai, vous avez dit, c'est le cours primaire, hein, c'est donc du CI jusqu'au CM2. De la maternelle. Ah, la maternelle. 3 ans. 3 ans, mais tout petit. Déjà. On peut encore les formater, c'est vrai. Voilà. Vous voyez, et notre approche pédagogique est un peu spéciale. Voilà. Vous voyez. Et nous regroupons des enfants. Comment ça se fait souvent? Voilà. Nous regroupons des enfants dans les classes. Et nous projetons des images en anglais. Je prends un exemple. Cette fois-ci, si nous avons décidé d'étudier les fruits
Nous projetons l'ananas, la banane, le papaye. Et vous demandez maintenant, c'est une séance participative, vous demandez aux enfants de réagir, de dire ce qu'ils ont vu. Et nous permettons aux enfants de s'exprimer. D'autres enfants s'expriment même en la langue, je dirais, vernaculaire. Oui, oui, bien sûr. Mon kwekwe, si les fonds, voilà. mon pain, ça c'est la papaye. Mon ananas, ouais, des trucs comme ça. Et je dis, mais très bien. Mais vous savez comment on appelle ça en anglais? Il dit, non, teacher, voilà. Ananas, pineapple. Voilà. Pineapple. Et il répète, quand vous faites ces exercices-là, il répète. Vous dites pineapple pour l'ananas, voilà. il répète aussi pineapple. Voilà. Et pour les bananes, banana. Et les enfants répètent. D'accord. Suite à ça, nous laissons des chants sur ces fruits-là qui passent. Donc des cartons, des dessins animés qui permettent aux enfants, ça capte au fait l'attention des enfants. Et on sait à quel point ils sont vraiment attachés à ces programmes d'enfants, pour enfants, les dessins animés. Ils adorent ça. Ils adorent donc ça. facilement pour faire passer le message, pour qu'ils captent vite, c'est ce canal-là que vous empruntez. Très bien, madame. Et donc, nous avons banni la craie, comment je vais dire, les tableaux, non. L'essentiel, c'est d'amener l'enfant à comprendre cette langue-là, tout en s'amusant, en jouant. Parce que nous dansons parfois, nous jouons, nous chantons, et le message passe Pour vite. les amis téléspectateurs, nous allons les prochaines fois passer avec notre caméra pour filmer un peu comment ça se passe, cette séance d'apprentissage de la langue anglaise pour cette initiative de jeunes béninois. L'anglais, chers parents, surtout chers parents, c'est important pour notre vie aujourd'hui. Alors, je vais vous demander, Madame Kendji, en quoi cette initiative pourrait apporter quelque chose pour le développement personnel des enfants? Je viens tout à l'heure de vous le dire, que la langue est un ferment très puissant d'unité et cela apparaît comme une chose un préalable important pour le développement d'une nation. Et pour ça, avec l'avènement du numérique, les enfants ont la facilité de s'exprimer, d'échanger, j'allais dire, avec d'autres enfants un peu partout dans le monde. Et ils ont aussi la chance d'avoir accès à des bourses d'études une fois à l'âge adolescent, vous voyez. Donc, notre but, ce n'est pas à court terme d'ailleurs, c'est d'amener ces enfants à maîtriser les b.a.-ba de l'anglais. De l'anglais. Oui, de la langue. L'objectif à court terme. À moyen terme ou à long terme plus tard? Bon, à moyen et à long terme, je peux m'exprimer ici. Donc, d'ici 5 à 10 ans, nos petits bilingues qui ont actuellement peut-être 5 ans ou 4 ans pourront s'exprimer aisément en anglais. Très bien. Alors, pour ces parents qui nous suivent en ce moment, qui seraient donc intéressés par cette initiative, le petit bilingue et tout, alors comment y avoir accès, comment vous sollicitez, et vous travaillez déjà, vous êtes combien, vous êtes seule, Madame Kendji, à travailler sur le terrain? Non, moi je coordonne juste... L'initiative. C'est vrai que je l'ai initiée, je coordonne, mais je travaille avec un groupe de jeunes qui sont passionnés de la langue et qui sont sur le terrain. Parce que nous, je l'ai dit tantôt, notre approche pédagogique est un peu spéciale. On va sur le terrain, on va vers les établissements. Et justement, comment vous opérez ce choix des établissements dans lesquels vous étalez vos connaissances? Comment ça se fait, le choix? Le choix se fait d'une façon très simple. Vous savez qu'il y a des écoles bilingues actuellement. Nous ciblons plus les écoles non bilingues. D'accord. Et les écoles qui sont dans des endroits un peu reculés. D'accord. C'est-à-dire vous sortez déjà de Cotonou. Géographiquement parlant, de Cotonou. Vous sortez de Cotonou un tout petit peu quand même. Hein. Nous couvrons actuellement la zone d'Abomey-Calavi. Donc les zones un peu reculées de Kanzongpa par exemple, c'est dans Abomey-Calavi. Mais je vous assure que vous, c'est pas évident que vous connaissez Kanzongpa. Je ne connais même pas du tout. C'est la première fois que j'entends ce nom. C'est une zone un peu reculée. Et pourquoi? Parce que dans ces zones, les enfants n'ont pas toujours la chance d'intégrer des écoles bilingues. D'autant plus que les parents n'ont pas les moyens. Aujourd'hui, si vous deviez amener un enfant dans une école bilingue,
vous allez prévoir pas moins de 100 à 200 000 francs. Donc c'est un clin d'œil que vous faites ainsi aux parents entre griffes démunis qui n'ont pas assez de moyens pour envoyer leurs enfants dans les écoles où ils ont l'opportunité de parler plusieurs langues, entre autres l'anglais. Alors dites-nous, est-ce que vous avez un petit message à l'endroit des parents, à l'endroit des fondés d'établissements aussi? Oui. À l'endroit des parents, c'est d'abord les parents des petits bilingues. Je souhaiterais lancer un appel, c'est que ces parents, une fois arrivés à la maison, il est très important que ces parents continuent l'apprentissage de l'anglais avec les enfants, une fois à la maison. Parce que c'est une langue qui doit comment dirais-je, ça doit se parler, se pratiquer tout le temps. Il ne sert à rien donc de l'apprendre une fois et de laisser tomber. C'est un peu comme la conduite. Hein? Bien sûr, c'est un peu comme la conduite. Voilà. Et à l'endroit des fondés d'établissement, c'est qu'ils donnent l'opportunité aux enfants, surtout les plus petits. Parce que vous voyez d'autres fondés qui nous disent, mais écoute, ils sont trop jeunes, nous ne voyons pas l'importance. Je dis non. Ils ne sont pas trop jeunes. Parce que nous n'avons pas eu cette chance-là. Voilà. À partir de la classe de 6e. Il fallait avoir le CE d'abord avant de parler anglais. Vous imaginez? Enfin, ça, c'était mon cas. Je ne sais pas vous, votre cas. Donc, l'anglais devenait une bête noire. Donc, nous ne souhaiterons pas du tout avoir ce même problème-là. Voilà, avec les enfants. Avec les enfants aujourd'hui. Et à l'endroit des autorités, parce que j'y tiens tellement, c'est qu'il est vrai... Un petit accompagnement certainement. Oui, rapidement. Et puis j'ai encore une question en suspens sur... D'accord. Il est vrai que le gouvernement a pris l'initiative de lancer la phase pilote depuis cette rentrée scolaire. C'est une très bonne initiative et nous souhaitons que ça se pérennise. Et pour que plus d'enfants puissent en profiter. Voilà. Oui, puissent en profiter. Et je profite pour dire aux autorités que le petit bilingue est là. Nous avons fait notre Vous voulez donc qu'on vous associe en quelque sorte aux différentes activités que l'autorité aura donc à mener tout simplement. Pourquoi pas? Quelle belle manière de faire passer le message. Madame Kendji, alors dites-nous rapidement, avant de se dire à tout à l'heure, puisque nous sommes à moins de 1 minute de la fin de cet entretien, dites-nous comment se fait le suivi? C'est-à-dire quand vous opérez une descente dans un établissement pour apprendre l'anglais, ça se fait en combien de séances? Et le suivi après, rapidement? D'abord, juste, dès que nous introduisons l'anglais dans un établissement, on prend juste 1 heure, 45 à 1 heure de temps, et 45 minutes à 1 heure de temps pour apprendre l'anglais aux enfants, pas plus. Parce que nous avons constaté qu'après 45 minutes, les enfants ne sont plus Ils sont plus présents, ils sont plus intéressés, ils ont envie peut-être de grignoter un petit biscuit, de se rafraîchir un tout petit peu, c'est normal. Donc, 45 minutes d'apprentissage. D'accord. Et en combien de séances? C'est pratique, c'est la pratique. La première partie, c'est un peu la théorie, si je peux m'exprimer ainsi. On introduit avec des objets, des dessins qu'on montre aux enfants. C'est quoi ça? Et chacun dit ça dans sa langue. Et vous le faites combien de fois par semaine ou par mois? Par semaine, on a ces 2 séances par semaine qu'on fait dans les établissements. Souvent... Et le suivi, il est automatique? Le suivi? Bon, le suivi, ça se fait chaque 3 mois. D'accord. Oui, chaque 3 mois, nous faisons des petites évaluations pour voir un peu le niveau de l'enfant. Le niveau, c'est normal. Oui, à travers des tests de communication. C'est-à-dire quoi? Nous posons des questions aux enfants et ils nous répondent. Comment t'appelles-tu en anglais? What's your name? Quel âge as-tu? My name is Karamat, par exemple. How old are you? Your name is... c'est Mister... non, pas Mister, Mrs. Ça me fait rire déjà. Madame, vous pouvez dire madame, tout simplement. Madame, Madame Kendji. Merci beaucoup d'être venue. En tout cas, c'est comme je l'ai promis à nos amis téléspectateurs, nous allons faire descendre une caméra de BB24, donc suivre ces jeunes donc, dans leur activité. En tout cas, c'est une initiative que je loue déjà. Et Madame Bataou, rapidement. Je ne compte pas finir cet entretien sans remercier
rapidement, on ne va pas citer de noms, mais de façon générale, tous ceux-là qui vous accompagnent dans cette initiative. Merci. Et le 11 avril prochain, nous avons une petite activité avec les enfants. C'est purement social. D'accord. Nous regroupons les enfants pour un brassage. D'accord. Danse, poésie. L'événement, c'est le English Day, la journée de l'anglais. De l'anglais. Et ça se fait où? À Cotonou ici? Oui, à Abomey-Calavi. À Abomey-Calavi. Précisément à l'aire de jeu de... Vous y tenez beaucoup à Abomey-Calavi, c'est ce que je constate. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup d'être passé par ici pour ces informations utiles. En tout cas, c'est utile puisque sans langue, il n'y a pas de développement à la base. Et quand on s'intéresse surtout aux tout petits, nos bouts de chou, l'impact, il est vraiment très grand. Merci d'être venu nous voir sur le grand rendez-vous de ce lundi. Chers amis téléspectateurs, nous avons bouclé donc toutes les rubriques de ce soir. On fait un retour à la météo et on vient conclure l'émission. Voilà, tout est bien qui finit bien, finit stop et fin de ce numéro Grand Rendez-vous de ce lundi 26 mars 2018. Ils sont passés sur ce plateau à tour de rôle. Madame Sylvie Tondi, avec qui nous avons parlé, accès à la terre, autonomisation des femmes, est-ce un atout? Et vous avez justement eu la réponse. Nous avons reçu également Monsieur Patrice Sagbo, notre naturaliste, qui nous a parlé donc des effets nocifs des pesticides et engrais chimiques sur l'environnement, et il nous a donc invité au choix qui sauvegarde l'environnement, à savoir l'agroécologie. Nous disons merci aussi à notre collègue directeur de la photographie, Monsieur King Niaou. Affichage publicitaire, c'était avec lui. Nous le remercions, nous lui souhaitons une agréable soirée. Et puis, Madame Diane Oro Kenji, coordonnatrice d'une très belle initiative, le petit bilingue, le bilinguisme en bas âge pour un meilleur apprentissage de la langue. Chers amis téléspectateurs, ici prend fin cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.